soit la scène suivante que je rapporte dans un ouvrage que j'ai écrit sur la maladie d'Alzheimer et qui porte le titre « Alzheimer, la vie, la mort, la reconnaissance ». C'est une scène qui se passe dans l'établissement où se trouve mon épouse. Je suis en train de parler avec une dame récemment arrivée dans l'établissement et que je croise dans le couloir. Elle s'exprime encore clairement et nous échangeons quelques paroles. Mais voici que ces mots commencent à se chasser les uns les autres, à se substituer les uns aux autres. Voici que son propos devient incohérent, que ses phrases se défont, que les mots même sont démembrés et qu'à la fin, il ne fait plus que bégayer. Et son regard se fixe et son expression se fige. Je peux bien dire qu'au début de ce petit épisode, nous dialoguions, cette dame et moi, dans ce couloir, et en pleine intelligence l'un de l'autre, et que dans ce dialogue et dans cet échange, nous habitions l'un et l'autre le même monde, le seul monde qui soit, le monde qui nous est commun à tous. Mais que dire à la fin de la scène concernant cette dame? Absence. Absence. Qu'est-ce à dire? On me dira, elle est absente, mais elle est ailleurs. Mais où ailleurs? Ce ne peut être ailleurs dans le monde, qui nous est commun à tous, puisque précisément, elle et moi, nous sommes ici, dans ce couloir, en ce moment. Et d'une façon générale, j'ai une objection fondamentale contre ce ailleurs, à savoir la désorientation. Ces personnes sont des personnes désorientées. Et la désorientation est quelque chose qui commence tôt, même au stade précoce de la maladie. Désorientation dans l'espace, désorientation dans le temps. Je ne donnerai pas d'exemple, mais c'est quelque chose qui est bien connu. Encore faut-il bien comprendre ce que c'est que la désorientation. Imaginez que vous soyez perdu dans une forêt. Vous savez que vous êtes ici où vous êtes, disons à la croisée de deux chemins. Mais ce que vous ne savez pas, c'est où ici où vous êtes se trouve dans la forêt. À aucun moment, j'insiste, vous ne doutez que vous êtes ici où vous êtes, mais vous cherchez où se tient ce ici à l'intérieur de la forêt. Eh bien, la désorientation, c'est pire. Car je dirais, dans la forêt, vous êtes perdu, mais vous n'êtes pas, à strictement parler, désorienté. Qu'est-ce que c'est que la désorientation? La désorientation, c'est lorsque la personne ne peut plus dire « je suis ici », je suis maintenant. C'est quand la personne ne peut plus prendre racine, en quelque sorte, dans le ici et le maintenant. C'est une chose qui nous est évidente. Mais dans le cas de la désorientation, précisément, la personne ne se sait plus ici et maintenant. Elle ne peut plus dire « je suis ici et maintenant ». Et le monde alentour peut être familier et rester familier s'il n'est plus possible de dire « je suis ici et maintenant », alors vraiment, je suis désorienté. On ne peut pas être ailleurs, mais si je suis désorienté, alors je ne suis plus dans le monde. Une autre dame, un jour, m'interpelle et me dit « Où suis-je, où suis-je » Je lui donne le nom de l'établissement. Elle me dit « Où suis-je, où suis-je » Je ne sais trop quoi lui répondre. Et pitoyablement, à la fin, je lui dis « Vous êtes là ». Et elle paraît rassérénée et elle me fait un grand sourire.
Mais elle ne le devrait pas. Parce que le là n'a de sens que par rapport au ici que moi, j'occupe. Or, je me souviens que les personnes désorientées ont besoin d'un référent, d'un ici posé par l'autre, qui leur permet d'être quelque part, là, par rapport à ce ici de l'autre. J'aurais pu répondre à cette dame avec Descartes, dire non, vous savez, l'important, c'est d'être avec soi-même, c'est d'être soi-même, c'est d'être capable de dire je pense, je suis. Et si j'écoute Descartes, le ici viendra plus tard, puisque l'existence du monde est encore l'objet du doute. Quand je dis je pense, je suis, je n'ai plus à me soucier de dire je suis ici. Je crois que Descartes a tort, en tout cas. Il n'avait pas fréquenté un établissement pour personnes désorientées. Et si je devais faire sur ce point la critique de Descartes, ce que je n'ai évidemment pas le temps, d'autant qu'on m'a pris 3 minutes, j'invoquerai Locke qui m'explique que pour être présent au monde, il faut être présent à soi, mais que pour être présent à soi, il faut être présent au monde. Vous me direz, fort bien, vous administrez la preuve que cette dame qui devient absente n'est pas dans ce monde. Bon, et si elle n'est pas dans ce monde, c'est donc bien qu'elle est ailleurs. Et je reviens à ma question, mais quel sens donner à ce ailleurs, si ce n'est pas un point de ce monde? Et l'on me dira, elle est dans son monde intérieur. Ailleurs, c'est son monde intérieur. Et dans ce monde intérieur, elle est encore présente. C'est encore une personne qui est présente. Elle n'est plus présente dans le monde extérieur, mais elle est encore présente dans le monde intérieur. Et ce monde intérieur a bien une réalité. Question : peut-on avoir un monde intérieur quand on n'est plus présent dans le monde extérieur ou quand on n'est plus présent au monde extérieur? Peut-on avoir un monde intérieur à soi quand on n'est plus présent dans le monde extérieur qui est le monde commun? Revenons au début de la scène que je racontais. Nous échangeons des propos. Je dis à cette dame, je lui dis vous, elle me répond de même. Nous sommes dans une relation de sujet à sujet. Nous dialoguons. Nous avons une conversation. Je l'interroge sur son passé, je lui demande comment est sa vie dans l'établissement. Non seulement nous sommes dans une relation de sujet à sujet, mais nous sommes dans une relation de personne à personne. Nous sommes présents l'un à l'autre en ce monde qui nous est commun, pas de problème. Imaginez que vous me disiez « j'ai l'âme d'un ermite ». D'accord. Je vous ferai remarquer que le désert dans lequel vous vous retirez, où vous vous trouvez ici et maintenant, est toujours une partie du monde commun. On ne peut pas l'oublier. Vous me répondrez, moi je n'ai pas besoin de désert, j'ai l'âme d'un ermite, même quand je suis dans le tramway à 6 heures du soir. Parce que j'ai mon monde intérieur, à moi, dans lequel je peux me réfugier. Je répète ma question. Existe-t-il un tel monde intérieur qui ne serait pas une enclave, une province du monde extérieur? Peut-il exister un monde privé, un vrai monde, un monde qui ne serait pas une partie du monde commun? Je pousse le trait. L'intériorité n'est-elle pas un leurre, une histoire qu'on se raconte à soi-même, par complaisance envers soi-même? Revenons à la fin de la scène. On me dit, cette dame est absente du monde commun. Mais elle est toujours là, elle est dans son monde, elle ne peut pas s'être néantisée.
Et on ajoute, pour me convaincre, quand on dit c'est une personne, on en dit plus que lorsqu'on dit c'est un sujet. En effet, dans la personne, outre la subjectivité, le sujet, se trouve comprise toute l'histoire de la personne, l'histoire d'une vie quand la personne est âgée. Et si sa conscience et sa volonté faiblissent, comme c'est le cas dans Alzheimer, du moins, poursuivra-t-on, subsiste-t-elle, du moins est-elle encore présente à elle-même dans cette histoire. À tout le moins, elle est encore une personne dans cette histoire qui est la sienne et qui n'appartient qu'à elle, dans cette intimité qui perdurerait alors même que son esprit vacille. Réponse. La formation d'une vie, la formation d'une histoire, suppose le travail de la mémoire. Or, le premier symptôme de la maladie, c'est l'affaiblissement progressif de la mémoire. Cette dame, qui finit par bégayer, est en train de perdre la mémoire sémantique. Dans 3 ou 6 mois, elle ne proférera plus que des sons incohérents. Et je sais qu'elle perd ou qu'elle perdra également les autres formes de la mémoire procédurale, la mémoire gnoséologique, et même ce fond de mémoire qui est inscrit dans le corps. Vous savez peut-être qu'un certain nombre des patients Alzheimer meurent de dénutrition parce qu'ils ont perdu la mémoire de la déglutition. De plus, ferai-je remarquer, la mémoire n'est pas un moyen de se téléporter dans le passé. Le contenu de la mémoire est certes passé, mais l'acte de mémoire, lui, est au présent. Je me souviens maintenant que je fus jeune il y a longtemps. Donc, pour être présent à soi dans son passé, il faut être présent à soi-même dans son présent. Et pour être présent à soi dans le présent, je l'ai dit, il faut être présent au monde. Or, si la personne est désorientée, elle n'est plus présente au monde, peut-elle être encore présente à elle-même? Peut-il encore y avoir un travail du souvenir ou de la mémoire? De plus, cette histoire passée, il faut qu'elle ne cesse de s'enrichir du présent qui passe. Or, ce que le patient perd en premier, c'est la mémoire immédiate, c'est-à-dire la faculté d'enregistrer le présent quand le présent, à cet instant où le présent se change en passé. Il me faut donc conclure. N'ayant plus de mémoire, cette dame ne saurait avoir trouvé refuge dans son passé, ou dans son histoire, ou dans ce supposé monde intérieur, pour la bonne raison que le monde étant le monde, il n'y en a qu'un seul monde, le monde extérieur et le monde commun. Ce qu'on appelle le monde intérieur ou monde privé n'est jamais qu'une sorte de retranchement, qu'une frontière momentanément marquée et qu'on peut déplacer dans le monde commun, une frontière derrière laquelle on s'abrite. Objection à une telle conclusion, l'absence de la personne n'est jamais totale. Il est vrai. Mais l'absence ronge progressivement la présence de la personne. Et c'est presque pire que l'alternance de la présence et de l'absence. Deuxième objection, on me dira, peut-être que la patiente perd la capacité à rester lucide, à avoir une volonté délibérée. Peut-être qu'elle oublie les mots, mais elle reste sensible, me dira-t-on. Et c'est assez pour faire une personne. C'est assez pour faire une personne, car la sensibilité, c'est là où se fait la couture du corps et de l'âme. Et cette couture du corps et de l'âme, n'est-ce pas ce qu'il y a de plus intime? Je réponds, la maladie attaque aussi la sensibilité.
ce qu'il y a de plus propre, ce qu'il y a de singulier. Elle touche ce qu'il y a de plus intime en soi. Et l'on observe un phénomène très étrange dans cette maladie. Ce phénomène que le patient semble conserver de la lucidité, mais que ce lien en lui de l'âme et du corps est en train de se défaire. Je vais simplement évoquer un propos d'un monsieur que j'appelle le monsieur distingué et qui dit ceci. « Mon Dieu, oh que j'ai mal, oh que j'ai mal. Mon Dieu, dites-moi où j'ai mal. » Comme si la conscience souffrante qui était la sienne ne pouvait plus s'enraciner dans le corps souffrant lui-même. Et l'on comprend pourquoi les personnes sont désorientées. L'on comprend pourquoi les personnes sont désorientées, parce qu'elles ne peuvent plus s'inscrire, s'établir dans leur propre corps, ce corps qui fait qu'elles occupent, ces personnes, le ici et le maintenant dans le monde commun. Vous me direz, tout ceci n'est qu'élucubration métaphysique, vous ne pouvez pas vous mettre à leur place. Il est vrai, je réponds, mais vous ne pouvez pas davantage vous mettre à leur place. Bien sûr, je me ferai un devoir de traiter l'autre comme une personne. Et dans ce petit épisode, je ne me suis pas échappé. J'ai continué à parler à cette dame, comme si le dialogue avait un sens alors que je savais que le dialogue n'avait plus cours. Bref, j'ai fait l'hypocrite. C'est désespérant, me direz-vous. Oui, c'est désespérant si l'on veut que l'humanité d'un être humain soit quelque chose de donné, quelque chose qui va de soi. Pline l'Ancien a une formule remarquable, elle est la suivante, il dit « Donnez l'humanité à l'homme ». Eh bien, il n'y a pas de recette. Cette dame, j'ai continué à parler avec elle. Je l'ai pressée, je l'ai regardée dans les yeux à 20 centimètres pour que, à la faveur de cette pression que j'exerçais avec elle, sur elle, quelque chose renaisse en elle. De telle sorte que la réciprocité du dialogue se rétablisse. Ça marche, ça ne marche pas. Ça peut marcher. Il ne faut pas se désespérer. Il faut recommencer chaque fois. Mais il faut une chose, exiger la réciprocité. Seule la réciprocité peut créer un nœud d'humanité.